Alors là on est en Galice, le scuba il est juste derrière moi. Ça fait à peu près 2 ans qu'on est parti pour notre tour du monde à la voile. Et puis maintenant qu'on est aux portes de la France, c'est le bon moment pour aller demander à tout l'équipage qu'ils ont pensé un peu de ce voyage. Allez, c'est parti. Interview banane, première. Bon alors banane, c'était quoi pour toi ce tour du monde? Le tour du monde à la voile, c'est simple, ça porte bien son nom, c'est avant tout de la voile, parce que pour avaler en moins de 2 ans plus de 50 000 km, traverser 3 océans, ça fait quand même plus de 8 mois passés en mer. Et d'ailleurs les gens ils nous prenaient un peu pour des fous parce que normalement c'est un truc que tu fais en 3, 5, 10 ans. Alors nous en 2 ans je peux te dire que ça n'a pas traîné. Et c'était quoi alors votre trajet? D'abord on a traversé l'Atlantique, après le mythique canal du Panama, puis la grande traversée du Pacifique. On est passé par le détroit de Torres au nord de l'Australie, avant de traverser l'océan Indien, puis de rentrer par le canal de Suez et la Méditerranée, pour finir par passer de Gibraltar et puis remonter à la maison tranquillement. 240 jours de mer, et vous faisiez quoi pour vous occuper? Ce qui est incroyable sur ce tour du monde, c'est que sur plus de 20 traversées qu'on a pu faire, il n'y en a aucune qui se ressemble. Et puis ce qui est bien, c'est qu'au début, ton bateau il est pas prêt. Et puis toi non plus, donc tu fais plein de conneries et tu casses tout. Donc ça t'occupe pas mal à réparer tout ça. C'est un peu galère, mais bon, au moins tu t'ennuies pas. Et puis après, une fois que cette période elle est passée, une fois que t'es parti pour 30 jours de mer, faut trouver de quoi s'occuper. Donc nous on a pu faire de la musique, de la peinture, lire, beaucoup lire, pas mal de siestes parce que tu dors pas comme à terre, tu t'occupes quoi. Et attends banane là, tu voudrais pas de parler un peu de la cuisine aussi? Au menu ce soir sur le Scuba Libre, les polpettés à la grecque accompagnés de ces langoustes pochées, suivis des sushis de thon rouge concoctés par notre chef étoilé. Pain de campagne, brioche, baguette, petit déjeuner continental sont également disponibles. En amuse-bouche, fish-burger, petits saladières, tacos de poisson, viennoiserie et spaghetti della mare. Les sandwichs et autres sustentins peuvent également être réalisés sur commande. Merci d'avoir choisi la croisière culinaire Eremwana. Et tu dirais que c'était quoi la meilleure nave? La meilleure des naves, c'est simple, c'était la traversée de la mer d'Arafura. Donc ça c'est entre le nord de l'Australie et l'Indonésie. Et ça c'était que du bonheur, mer plate, 12 nœuds de vent au portant. Et là je peux te dire que c'était la croisière s'amuse, tout le monde est heureux, ça chill, on est bien au soleil, ça avance, ça rigole, et ça fait des apéros, il n'y a pas de galère. C'était entre Bali et les Mentawai en pleine saison de la mousson indonésienne, donc contre-courant, vent contraire et grain orageux. Et là patatras au milieu de la nave, grosse galère de moteur qui pouvait plus démarrer. Donc là on a passé des jours à lutter, à essayer de grappiller quelques milles à la voile, mais dans ces conditions là, dès qu'il n'y a plus de vent, tu recules. Et donc là c'était grosse déprime à bord, jusqu'à ce qu'on arrive à parer ce moteur et on a pu arriver finalement au Mentawai, c'était plutôt pas mal. Ok, salut Guillaume. Si tu pouvais nous résumer un peu ton tour du monde, ce serait quoi? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Moi je dirais c'est les paysages qu'on a pu découvrir. On a vu vraiment des choses impressionnantes qu'on n'a pas l'habitude de voir en Europe. Des îles montagneuses avec des forêts tellement luxuriantes. On a découvert aussi dans le Pacifique les atolls. Ça vaut clairement le coup de traverser la moitié du globe en bateau pour découvrir ces anneaux de corail de plusieurs kilomètres de diamètre qui sont impressionnants quand tu rentres dedans à travers une passe et quand tu arrives dans un lagon avec de l'eau toute calme.
Dans ces pays qu'on a traversés, on a découvert des cultures vraiment différentes et super enrichissantes. Par exemple, quand on est arrivé au Fidji, on a découvert la cérémonie du kava, où on se passe une boisson qui est vraiment pas très bonne à boire, à base de racines. Mais c'était un super moment de partage avec les locaux où tu bois cette boisson, tu discutes et tu essaies de comprendre comment ils vivent. Et on s'est super bien entendu par exemple avec ce village-là. Ils nous avaient invités, après l'église évidemment, d'être allés à l'église. On était allés manger avec eux, c'était génial. Et toujours dans le Pacifique, c'est les personnes qu'on a rencontrées au Vanuatu ou en Papouasie, où ils vivent de manière très simple, mais beaucoup plus en lien avec la nature que nous, les Européens. Et c'était super enrichissant de passer une semaine avec eux. On était mouillés au milieu de la baie avec plusieurs villages autour. Et on passait de bons moments avec eux. On allait à la chasse sous-marine ensemble. On a joué au foot. On est allé présenter notre projet dans une école. Et donc là, c'était génial. On avait dessiné la carte du monde au tableau. Et puis il y avait tous les petits enfants. Là, la classe, elle était remplie. Ils avaient les yeux grands ouverts là, quand on leur racontait. On était allé avec notre petit bateau et où est-ce que la Papouasie se trouvait par rapport à là où on habitait. Et c'était vraiment génial. Ok, c'est pas du tout galère. Alors Didi, comment c'était ce tour du monde? Moi ce que je retiendrai le plus de ce tour du monde, franchement, c'est toutes les activités qu'on a pu pratiquer. Parce que d'une part, c'est ça qui drivait notre voyage, c'est comme ça qu'on choisissait notre parcours, les escales, les mouillages. Et puis avec le recul maintenant, je me dis que c'est juste incroyable la chance qu'on a eue de pouvoir pratiquer au jour le jour nos passions dans des endroits si incroyables, quoi. La plongée, l'apnée dans les réserves naturelles, ou le surf ou le kite dans des spots world class où juste les gens rêvent d'aller toute leur vie alors que c'est des pros. Donc c'est vraiment une chance de malade et il faut que ça reste, quoi. Like a movie that you can't predict, like a drug that you can't resist. I sing along a song that's so sensual. Bring along a sip to make it oh so sexual. Verbally that is making love to the music means vibing to the beat at night. With the whole city fast asleep. Out cold true words seem to rise to the lips. Take hold of a poet of me most powerfully. I feel free when the world doesn't know it to me. It's so hard to find a gig that lives up to the billing. Trying to find a reason to work out, willing to admit my thinking is wishful. Like a star upon a child gazing up to the ceiling. How far do we have to stretch the truth to fit the lifestyle Bob Road and overdo? Et puis il faut dire, on est parti avec de grandes ambitions, peut-être un peu trop grandes, surtout niveau matos, où on se trimballait quand même 5 planches de surf, 2 sets de kitesurf, un paddle, le matos complet, 4 personnes en apnée, 5 fusils de chasse sous-marine, 2 cannes à pêche et le matos de camping en plus. Le bateau il était chargé à ras-bord et les gens quand ils nous croisaient ils nous prenaient pour des débiles, quoi. Genre vous allez jamais utiliser tout ça, c'est pas possible. Mais finalement ça a été un travail de tous les jours et avec beaucoup de motivation. Des bornes et des bornes en annexe, en stop, à pied et puis beaucoup de galères aussi. On a réussi à utiliser notre matos et surtout on a réussi à bien s'éclater. Et alors Dudu, c'était comment au début le niveau? C'était pas gagné quoi, on partait pas avec des niveaux de champion olympique. Donc au début ça a amené quelques cascades, surtout en kite, on touchait pas une bille. En surf, le niveau était assez hétérogène, mais on s'est direct attaqué sur des spots un peu vénères. Donc fallait élever son niveau, mais à la fin franchement on a réussi à sortir des grosses sessions, à rigoler surtout, c'est le voyage et puis on a des souvenirs par la tête, quoi. C'était vraiment génial. C'est la folie, c'est l'été. La nuit brille, vitre teintée.
Niveau plongée, l'objectif du voyage c'était vraiment de mettre la tête sous l'eau et ça a été une grosse réussite pour nous quoi, parce que dès les premières escales on a pu en profiter à fond et on a surtout réussi à atteindre les endroits vraiment reculés qu'on voulait visiter. Et puis là-bas c'était juste une claque monumentale au niveau de ce qu'on voyait quoi, et de ce qu'on pouvait observer, et des rencontres qu'on a fait. Enfin, on a plongé avec des dauphins, on a plongé avec des requins, on a plongé avec des orques, on a vu des baleines, on a vu tous les types de poissons imaginables sous l'eau, des coraux magnifiques. Enfin, c'était vraiment incroyable quoi. Ladies and gentlemen alike, hold up your hands, hold them high. We got the ends, we got the lines, yeah, good. We got our legacies to write. Let's fill them with chance and have it right. Let's have it right. We paid our dues to have it tonight. Quand tu vas en mer Rouge ou en Papouasie, c'est des vrais sanctuaires marins, il n'y a personne qui va mettre la tête sous l'eau là-bas, il n'y a même pas de pêcheurs. Donc une fois que tu arrives là-bas, t'es émerveillé parce que tu te rends compte de vraiment la richesse qu'il y a quand l'homme vient pas détériorer par la pêche ou par une activité quelconque. Enfin, c'est vraiment dur de s'imaginer, c'est dur à expliquer la quantité de vie qu'il peut y avoir. Et c'est vraiment une claque de se dire que ça devrait être comme ça partout en fait. Toutes les zones tropicales devraient être aussi riches, avec une aussi grosse activité sous-marine, et avec d'aussi beaux poissons, avec d'aussi beaux coraux, et puis c'est quelque chose qui se perd énormément. Avant ce tour du monde, j'étais pauvre, et maintenant je suis riche. Comment ça? Je suis riche de rencontres. C'est bon ça. Vous doutez bien, dans cette partie, je vous parlais un peu des rencontres. C'était un peu la force, notre carburant. Du carburant pour la vie, on peut dire peut-être? Carburant pour la vie. Toi, tu as toujours les mots banals. Je pense que les souvenirs les plus mémorables, ça a été les rencontres avec les locaux. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour les peuples du Pacifique. Après la Transpacifique, on est arrivé aux Marquises et on a pu rencontrer des personnes toujours souriantes, très contentes de voir des voiliers qui traversent un océan pour venir les voir. Et je pense par exemple à Basile, il nous a emmenés à la pêche, il nous a présenté sa famille, on a pu faire des repas chez lui. C'est des gens qui, tu te balades dans la rue, ils vont t'offrir des fruits, ils t'offrent des bananes, des pamplemousses chinois. C'est vraiment des belles rencontres. Comme on vit en mer, on est souvent dans des mouillages, et ces mouillages-là, on les partage avec d'autres personnes qui vivent sur des bateaux. Il y en a que ça va être des personnes seules qui vont être très roots, vivre un peu comme moi Tessier. D'autres, ça va être des familles qui vivent en mer. Des fois, ces rencontres, ça va être plusieurs heures. Des fois, ça peut être des mois avec des très bons amis qu'on s'est fait. Par exemple, je vais penser à nos très bons copains du Québec sur Mactopoec, qui sont très drôles et pas que par leur accent. On se comprenait pas. Pis dans ma tête, y a un singe enragé, il bout de la bière, il clappe ses mains, il tape des pieds. Il fait du tremblement, la misère de concentrer avec ce type-là de roommate. Pis à madrine, n'est pas naissant, mais frère Saint-Frère jusqu'au ciment. L'église de Saint-Bernard a eu sa dernière messe. Aurait aimé d'y aller, même si je suis point trop young pour faire mes titres. Et pour finir, on a eu nos petits moussaillons à bord qui sont venus nous aider pour certains, profiter un peu pour d'autres. Là, bien sûr, je pense à Ludovic Bondon, qui est resté plus de 2 mois et qui a trouvé du travail grâce à nous. Lulu vendait ses toiles, Jaco plongeait dans un bistrot, Dédé goûtait les vins. Moi j'étais fort au Havre et Gégé lavait les carreaux. Pierrot ne faisait rien,
On s'était fait pour la fin, made style. pour se payer un vieux taco fleuri sur le capot, qui rêvait de Provence et qui mourut à Fontainebleau. On allumait une cigarette et tout s'allumait, et c'était la fête le 14 juillet. Il n'y avait jamais un copain de trop dans l'équipage Jojo. Il y avait moins de nuits sans guitare que de jours sans pain. On partageait tout et on n'avait rien. Qu'est-ce qu'on était fou, qu'est-ce qu'on s'en foutait, qu'est-ce qu'on était bien.